Ça y est, nous découvrons enfin l'histoire des Rox pirates, la malédiction de Davy Jones, le secret de Barbe Noire et surtout la puissance de Shebek et de Harald contre Imu Nerona. Gigantesque chapitre, gigantesque review. Ensemble, on va découvrir la malédiction de Davy Jones. どうにも見かけない種族がいて気になっていた。いれば目立つはずだが。巨人族だ。戦国さん、ロックスって。そうか。若いお前たちがその名を知らぬのも無理はない。 Plus puissant, dangereux et cruel équipage pirate de son époque, les Rox avaient une particularité. Tous les membres ne s'entendaient pas. Plus que ça, ils se détestaient tellement qu'ils se sont tous mis d'accord pour ne jamais raconter leur histoire. Ainsi, tous ces pirates, pourtant sur le même navire, étaient incapables de travailler en équipe. Pendant des années, on se demandait pourquoi. Pourquoi est-ce que tous ces forbans avaient rejoint le capitaine Rox dit Shebek? Pourquoi est-ce que tous étaient ensemble? Aujourd'hui, on a enfin la réponse. C'est tout simplement grâce au Davy Backfight. Divisé en plusieurs épreuves, ce jeu a comme objectif de piller l'équipage pirate adverse de ses meilleurs membres. Et c'est comme cela que Rox dit Shebek, on le voit ici avec ses petits gants là, a réussi par sa force monstrueuse à gagner tous les Davy Backfight et donc à prendre à chaque fois à l'équipage pirate son meilleur membre. Voilà pourquoi lors de sa mort, nous voyons Barbe Blanche dans un équipage pirate il y a longtemps. Ce n'était pas les Rox, c'était l'équipage auquel il a été arraché une fois que Rox dit Shebek a gagné le Davy Backfight. Et on le voit avec sans doute l'ordre des primes que Barbe Blanche c'est bien le premier qu'il a gagné parce que c'est la première prime qui s'envole. Et alors on comprend la débâcle que s'est prise Rox dit Shebek et son équipage des Rox sur l'île de God Valley, puisque là où lui avait uniquement des pirates qui sont avec lui en tout cas par obligation, il les a remportés. L'équipage de Roger, sans doute reflet de celui de Luffy, est une véritable antithèse puisque chez Luffy par exemple, les membres choisissent d'eux-mêmes en tout cas de venir. Nul doute que chez Goldie Roger, d'ailleurs on le voit bien le proposer à Silver Riley, lui dit viens mon ref, renverser le monde. Mais surtout ce qui permet la défaite de Rox dit Shebek, c'est justement l'écueil principal de l'équipage, le travail d'équipe. Puisque Roger a fait ce que Shebek est incapable de faire, il s'est allié à son rival. Donc c'est un double enjeu qui nécessite que Roger s'écrase pour pouvoir vaincre sans doute plus fort que lui. だが、海賊は裏切るぞ。ん？負けると分かりゃお前らを見捨てて逃げる。麦わらのルフィは一度その鼻っ柱をへし折ってあるからな。 Ce qui fait toute la différence entre l'équipage de Davy Jones et celui de Joy Boy, c'est donc la loyauté de ses membres vis-à-vis du capitaine. Si les premiers sont prêts à l'abandonner à la moindre difficulté, les seconds, eux, n'hésitent pas une seule seconde à se sacrifier pour lui. Ancien membre des Rox, Kaido a dû témoigner de la trahison de l'équipage vis-à-vis de leur capitaine à God Valley. Je cite, « Les pirates vous trahiront lorsqu'ils vont comprendre qu'ils vont perdre. » En effet, c'est en voyant l'équipage de Roger s'allier avec l'escouade de Monkey D. Garp que les Rox comprirent à ce moment-là qu'ils allaient perdre et auraient tous abandonné leur capitaine dans une mort légendaire, affrontant à lui tout seul l'Alliance. Qu'il est fort possible qu'à la fin du manga, l'équipage de Barbe Noire, fondé lui aussi sur la peur, puisse le trahir pour faire ressortir une nouvelle fois l'aspect unique de famille chez les Mugiwara. Car tout comme avec le Davy Backfight, n'oubliez pas que Teach, pour les recruter, les a tous fait s'entretuer dans le 6e étage d'Impel Down. A l'opposé, il serait très beau de voir que Baggy, éduqué par Roger, arrive lui à fédérer plus fort que lui, non pas par la peur, mais par le respect, à rendre loyaux tous les membres de la Cross Guild, équipage pourtant hétéroclite, reflet des Rox de son père. Depuis le chapitre 957, on avait des noms, mais pas encore de visages. Plus tard, on avait des visages, mais on n'avait pas de nom. Ça y est, voici l'histoire complète de chacun des membres de l'équipage effroyable des Rox. Don Marlon,
Chapeau sur la tête et cigare allumé, le Don n'est pas sans vous rappeler un autre personnage de One Piece, lui aussi originaire de West Blue. Nul doute que Marlon provient lui aussi de cette mer où règnent 5 grandes familles. Inspirées des 5 familles mafieuses de New York, ces 5 familles de West Blue s'affrontent donc quotidiennement pour prendre le contrôle des territoires. Grand fan de Coppola et de sa trilogie du parrain, Eiichiro Oda fit donc de Capone Bege le reflet de Michael Corleone, fils du grand parrain qui le devint à son tour à la mort de son père. Et il le fait exactement comme dans le film, en assassinant les 4 autres familles. Ainsi, comme le paladin des mers nous le disait au chapitre 857, Bege a comme signature de laisser la tête d'un cheval sur le lit de celui à qui il propose une offre qu'on ne peut refuser. Mais voilà, Capone Bege est comme Michael, âgé de 42 ans. Il prend donc la tête de la famille après la mort de son père, Vito. Et qui joue Vito Corleone dans le parrain de Coppola? Tout simplement Marlon Brando, Don Marlon. Ainsi, c'est quasi sans aucun doute que Marlon est le père de Capone, d'autant que celui-ci est né 4 ans avant l'incident de God Valley, et donc 4 ans avant la possible mort de Don Marlon. Wang Zi, inspiré directement du pirate éponyme, contrebandier et commerçant chinois du XVIe siècle sous la dynastie Ming, il est connu au Japon sous le nom de Oshoku. Sa langue n'est pas sans vous rappeler celle d'un personnage absolument cultissime, j'ai nommé Caribou. Mais ce n'est pas tout, son cou, tout aussi séduisant, évoque directement celui du frère de Caribou, Koribou. Les 2 frères ayant donc hérité du meilleur de papa. Wang Zi est celui qui, après la défaite des Rocks sur God Valley il y a 38 ans, prit contrôle de la ruche. C'est donc sur l'île des pirates que seraient nés respectivement Caribou et Koribou, il y a 32 ans et 29 ans. Cependant voilà, il y a un an, le tout juste empereur Barbe Noire décida de reprendre le fief de son père, Rox dit Shebec, en défiant Wang Zi et en récupérant la ruche. Dans un chaos global pour protéger les civils au port de l'île, le soldat Kobe permit à l'empereur de vaincre Oshoku et au terrible Trafalgar Law de capturer une centaine de cœurs de pirates qu'il livra au nouveau héros de la marine afin de faire de lui un Shichibukai. Ganzui, comme son nom ou sa barbe l'indique, Ganzui serait originaire de Kanokuni, l'inspiration chinoise d'Eiichiro Oda où se trouve la Hapu Navi, aujourd'hui alliée au chapeau de paille. Au chapitre 450, Absalom déclarait en réanimant les zombies de son capitaine Moria sur Thriller Bark « Relevez-vous, guerriers de jadis », que les commandants zombies étaient bel et bien de puissants guerriers dont l'ex-capitaine corsaire captura les cadavres pour son armée à l'instar du légendaire Ryuma sur Wano Kuni après sa défaite contre Kaido. L'une des plus vieilles théories de One Piece a enfin un nom, puisque parmi les guerriers réincarnés se trouvait Ganzui, aux côtés de ses anciens collègues Rox, Âge d'Argent, Gil Bastard ou encore John, qui étaient tous les camarades, comme le mentionnait Sengoku au chapitre 957, de Shiki, le Yakuza. Originaire lui de Wano Kuni, il était membre des Yakuza qui se partagent les territoires du pays de l'harmonie. Sur place, il se laissa toucher la joue par Higurashi Kurozumi, détentrice du Mane Manenomi. Cette dernière pouvait dorénavant se faire passer pour celui qui se fera connaître à la destitution des Rocks comme Shiki, le lion d'or. Stussy Buckingham, scientifique de renom, elle rejoindra après la dissolution des Rocks les Mad Scientists, aux côtés de Stern, Judge, Caesar et Vegapunk. Au cours de ces expériences, elle parviendra à se cloner elle-même, donnant vie à un bébé en tout point semblable à son code génétique. En grandissant, ce dernier deviendra un agent du gouvernement lorsque le Gorosei décida de réquisitionner les Mad Scientists. Stussy, quant à elle, prit la fuite sous le nom de Miss Buckingham afin de retrouver son fils Edward Weeble, fruit d'une relation qu'elle prétend avoir eue avec Edward Newgate. Orphelin au grand cœur, il prit la mer en quête d'une famille. Gentiment moqué sur le pont de l'équipage pirate qui le recueillit pour avoir comme rêve non pas la richesse et la gloire, mais bel et bien la famille, il se trouva obligé, selon les règles du Davy Backfight, de quitter cette
cet équipage pirate, vaincu par Shebek, et de rejoindre sa bande de truands. Après donc la mort de son nouveau capitaine, il fut affranchi des règles du Davy Backfight et décida de créer son propre équipage pirate, de fonder sa propre famille. Edward Newgate devint le père de tous ceux qui en avaient besoin. Voici donc les membres originels de cette troupe de bandits qui formèrent il y a 44 ans les Rox Pirates, avec la puissante Charlotte Lilin, l'impératrice Kuja Gloriosa, le bandit John, le tireur d'élite Gil Bastard et enfin le tout jeune Kaido. Sencho, 本当にここで間違いないんでしょうか。かつて財宝のために残忍の限りを尽くしたというかのキャプテン・ジョンが財宝を隠した伝説の洞窟。ねえ。Et vous le savez, depuis le début, c'est ça qui était très intéressant avec le personnage de Baggy, il le disait déjà sur Lauro Jackson à Shanks le Roux. Lui, le One Piece, ce qui l'intéresse dans cette histoire, c'est le flouze. Il est extrêmement matérialiste, ce clown. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la richesse. Et de ce fait, il est quand même très curieux de savoir que pile dans le chapitre où on apprend que Rox D. Shebek va vouloir prendre possession de cette ancienne prison qui est la ruche, c'est ici, sous terre, qu'il existe des mines remplies d'or. Et que la ruche et tous ses forbans ont réussi, alors que c'était censé être un giga bagne, à faire fleurir tout un commerce parce qu'ils sont devenus giga riches grâce à tout ce gisement d'or. Et comme vous le savez, lors de la dissolution des Rox Pirates, John lui est devenu capitaine de son côté et nul doute alors que avant que Wang Zi ne prenne contrôle de la ruche, que Barbe Noire lui-même va récupérer en battant Wang Zi, John a dû dérober toutes les richesses qui étaient sous la terre, toutes les mines d'or qui jusque-là étaient sans doute exploitées par son ex-capitaine Rox D. Shebek, afin d'en faire son trésor légendaire. La plus grande partie des richesses reste encore enfouie sous la ruche. Des cavernes, des mines d'or enterrées sous un gigantesque crâne. C'était au chapitre 233 que Baggy et ses hommes recherchaient le fameux trésor du capitaine John, lui-même ancien membre des Rox Pirates. On l'a vu, Moria il a bien aimé déterrer les Rox Pirates morts à God Valley. Parmi eux, il y avait John, et John, il avait cette carte au trésor que Luffy a récupérée sur Thriller Bark, que Luffy a donnée en échange à Baggy pour son aide dans la prison d'Impel Down. Et c'est grâce à cette carte au trésor que Baggy va pouvoir continuer ses recherches sur le trésor du capitaine John, qui est vraiment toute l'intrigue de Baggy dans le manga. Avant d'avoir le bracelet, la seule info qu'il avait, c'était que ça devait être des gisements d'or, des mines d'or sous une île en forme de crâne. Quasi 20 ans avant tout ça, 20 ans avant l'explication de tout ce truc, eh bien Baggy cherchait des gisements d'or et regardez, oui, il est avec des mineurs et carrément le boug il va sortir la pioche. C'est exactement ce qu'il cherche sans le savoir, c'est la ruche. Et alors, si Baggy de son côté lui cherche l'empire financier de son père qu'il va hériter sur la ruche, son demi-frère à côté lui recherche comme à son image un trésor plus ténébreux, un trésor au fin fond des océans, un trésor qui permettrait de faire de lui le roi du monde entier. Tel père, tel fils, nous apprenons donc qu'ils avaient le même plan, faire un marché trompeur avec le gouvernement mondial, prétextant nettoyer la ruche de ces criminels pour en réalité s'en servir de royaume et conserver secrètement tous ces trésors. Aujourd'hui, le trésor de la ruche serait donc le trésor du capitaine John, et comme son père avant lui, Baggy mettra les mains dessus. Rox D. Shebek, il y a 56 ans, a bel et bien rencontré Imu Nerona. Peut-être a-t-il lui-même témoigné de la présence d'Imu Nerona. Il était dans sa chambre fleurie et a rencontré le diable en personne. Il était un grand fan de la légende de Davy Jones. Tout droit inspiré de la légende éponyme racontée par les marins et corsaires anglais de l'époque, Davy Jones est une métaphore de l'avidité des marins. Un pirate qui, en amassant toutes les richesses, a fini par couler, par être maudit. Et aujourd'hui, l'on raconte que
lui et sa richesse gît au fond de l'océan. Tout ça, Eiichiro Oda le raconte dans les SBS du tome 38 et avoue s'en être inspiré pour créer le jeu du Davy Back Fight. Tout comme la légende de Nika, originaire d'Elbaf, il existe dans la piraterie la légende de Davy Jones. Et aujourd'hui, il revient au devant de la scène après des années et des années grâce à Rocksteady Shebeck qui était un gigantesque fan de cette légende. Vous connaissez sûrement Davy Jones. Et si Rox est fan de cette légende, il est sûr et certain que ça ne va pas s'arrêter uniquement au Davy Back Fight. Ça va aller bien plus loin que ça, parce que ils ont un point en commun. Tous les deux ont été maudits à cause de leur ambition, à cause de leur avidité. Parce que Rocksteady Shebeck, lui aussi, a rencontré le diable et l'a défié. Lui aussi ne voulait pas juste être libre, il voulait conquérir le monde. Il voulait pas être fan de Davy Jones, il voulait le devenir. デイビー・ジョーンズって誰だ？悪魔に呪われて深い海底に今も生きているという昔の海賊よ。海の底で生きてるのか？そういう伝説。海底に沈んだ船や財宝は全て甲板長だった彼のロッカーにしまわれる。海底って怖いんだな。 L'histoire raconte qu'il existait autrefois un pirate si cruel et égoïste qu'il gardait pour lui toutes les richesses dans son coffre, sans remarquer que le poids de son avidité était sur le point de le faire couler. Ainsi, le diable en personne le condamna à vivre sous les profondeurs des océans pour l'éternité. C'est là, dans l'obscurité, que gît à jamais Davy Jones et son coffre maudit. Au fil des années, l'histoire devint légende et la légende devint mythe. Mais aujourd'hui, l'admiration que lui portent les forbans de Grand Line est si grande qu'un jeu lui a été dédié, le Davy Back Fight. Ainsi, à chaque début des hostilités, les capitaines pirates de chaque équipage jettent des pièces d'or dans la mer en hommage à Davy Jones pour qu'elle puisse rejoindre son coffre et satisfaire son avidité. Sa légende inspira de nombreux pirates dont l'illustre et cruel Rocksteady Shebeck qui fonda son propre équipage à partir du Davy Back Fight. Son admiration ne s'arrêtait pas là, sa convoitise n'avait aucune limite. Seul le monde entier pouvait étancher sa soif de pouvoir. Il ne voulait pas ressembler à Davy Jones, il voulait le devenir. Lui aussi voulait être éternel. Tout comme certains s'inspirent de la légende de Nika pour libérer le monde, d'autres s'inspirent de la figure de Davy Jones pour le contrôler. Nous aurions donc ici les deux mythes opposés de la piraterie dans One Piece. D'un côté, Davy Jones, symbole de l'obscurité des océans, de la cruauté et du contrôle, et de l'autre côté, Nika, symbole de lumière dans le ciel, de bienveillance et de liberté. Si ce dernier représente le héros des esclaves et des opprimés, Davy Jones, lui, représente le héros des hors-la-loi, des bandits qui, de génération en génération, se sont installés sur la ruche, ancienne prison devenue zone de non-droit, un paradis pour les pirates. C'est là que, comme nous le disait Nico Robin sur Longring Longland, que le Davy Back Fight, en hommage à Davy Jones, aurait été inventé. Comme nous le disait le professeur Vegapunk, un fruit du démon est la concrétisation d'un désir d'évolution. Ainsi, ces deux légendes, Nika et Davy Jones, se seraient un jour concrétisées en fruits. L'un serait le Hito Hito no Mi modèle Nika, trésor d'Elbaf, transmis de génération en génération dans la famille royale, et l'autre serait le Hito Hito no Mi modèle Davy Jones, le trésor de la ruche, le joyau de la piraterie, comme le précisait Monkey D. Garp au chapitre 1096. Le premier mangé par Monkey D. Luffy et le second mangé par Marshall D. Teach, les deux personnifications des légendes, le Nika et le Davy Jones de leur génération. Le plan de Rocksteady Shebeck serait donc en réalité de prendre contrôle de la ruche et de mettre la main sur le fruit légendaire des profondeurs, le joyau de la piraterie qui n'est autre que le coffre maudit de Davy Jones. Cependant, il y a 38 ans, ce même coffre aurait été dérobé par le gouvernement mondial pour l'offrir aux dragons célestes durant la chasse à l'autochtone de God Valley, comme nous le précisait l'amiral en chef Kong. Comme nous savons que tous les prix étaient des fruits du démon,
Parmi ces coffres, il y aurait celui de Davy Jones. Lors de l'incident, des pirates des 4 coins du monde s'étaient rassemblés pour tenter de le récupérer, et à leur tête forcément, Rox dit Shebeck. Seulement, ce jour-là, il fut défait par l'alliance inédite entre Monkey D. Garp, le héros de la marine, et Goldie Roger, le futur roi des pirates. Mais c'est avant de mourir que Rox aurait fait manger en secret à son fils de 2 ans le fruit de Davy Jones, maudissant sa propre lignée, enfermant le cœur de son fils dans le coffre maudit au fond de l'océan, modifiant biologiquement son corps comme précisé par Marco le Phénix à Marineford, l'empêchant de dormir pour le reste de sa vie, mais lui permettant d'être le seul être au monde à pouvoir manger plusieurs fruits du démon car il s'oppose au diable. Son cœur ne se trouverait plus dans son corps, mais dans le coffre maudit au fond des océans. Marshall D. Teach aurait donc en réalité mangé 3 fruits de 3 types différents. Le Yami Yami no Mi pour les Logia, le Gula Gula no Mi pour les Paramecia et le Hito Hito no Mi modèle Davy Jones pour les Zoan. Depuis le début, Teach serait donc l'instrument de vengeance de son propre père, expliquant pourquoi à son tour, comme lui et comme Davy Jones, il souhaite obtenir le monde. Voilà pourquoi, durant la rêverie, il y a 56 ans, Rox dit Shebeck affirmait devant Imu Nerona qu'il reviendrait ici à Marie-Joise. Car si il ne pouvait pas aller jusqu'au bout de son plan, alors son fils le terminera pour lui. Et un jour, Davy Jones reviendra voir le diable. Et alors cette phrase « je reviendrai » inscrite ici dans un moment intime entre 2 légendes nous rappelle forcément déjà premièrement les dernières paroles de Goldie Roger à son premier camarade et ami de toujours, Silver Riley, qui disait avant de se rendre à la marine « je ne vais pas mourir partenaire ». Alors qu'il sait très bien qu'il va mourir, mais toute cette poésie fait qu'il sait qu'un jour quelqu'un naîtra et portera sa flamme, que ce soit son fils Ace et même sans le savoir Joy Boy, Nika, Monkey D. Luffy. La rencontre entre Shebeck et Harald et de leur clash gigantesque sur Marie-Joise. Tout comme Tonton Roger et Tonton Newgate, les deux nous font une démonstration de haki des rois infusés. Ainsi, leur lame ne se touche même pas. Et pourtant, tout à 5 km à la ronde est totalement fracassé. Mais ce n'est pas tout. Harald, lui, va nous montrer qu'en plus d'être aussi puissant, il va sauter de Redline pour rejoindre directement Elbaf. Et je vous rappellerai que Marie-Joise se trouve à 10 km de hauteur, soit 10 000 mètres. Tout comme Kaido, lorsqu'il sauta de l'île Céleste, se trouvait à 10 000 mètres de hauteur. Tout comme Loki saute de l'arbre d'Adam à la moitié, donc à environ 5 000 mètres de hauteur, mais en étant enfant. Et Chiroda nous montre donc que tous viennent de cette lignée de géants antiques et sont indestructibles. Roger n'a pas appris cette attaque grâce à Rox. Et là, c'est la question qui fait flipper tout le monde. Il a dû apprendre, tout comme Luffy, de ses adversaires pour progresser. Surmonter. Avant, bien sûr, de devenir le #1 de sa génération. Et ce que nous n'allons pas bientôt être spectateurs de la défaite de Roger. Rappelez-vous, au chapitre 1086 sur God Valley, Roger s'élance dans la bataille et dit « Est-ce que vous savez ce que ça fait d'attendre 1 an comme je l'ai fait ?» Sous-entendant qu'il souffre depuis 1 an de quelque chose qui le pèse sans aucun doute vis-à-vis de Rox dit Shebeck. Quand on voit le jeune Goldie Roger avec son chapeau de paille, on peut pas s'empêcher de penser à Luffy, par exemple face à un Kaido où il s'est pris une giga déroute et que plus tard il va réussir à le battre justement en s'alliant avec des camarades de sa génération. Qu'il y a 1 an avant God Valley, Roger a perdu, et ça ce serait très fort de la part des Chiroda plastiquement de, comme on nous dit, détruire le mythe en faisant de Roger quelqu'un KO à terre. C'est qu'on réalise qu'en réalité le rival ultime de Roger, bah c'était le second de Shebeck. Ça qui est marrant dans un sens. C'est un peu comme si le roi des pirates contemporains de One Piece après One Piece, son rival c'est Zoro et pas Luffy. Vous voyez? Bon, ça fait un peu réfléchir.
réussir. On se dit Shebeck, c'était sans aucun doute un sacré bout. Pour Shebeck, des exploits comme par exemple détruire la porte de la justice, ce qui est juste énorme. Je vous rappelle que c'est ça, permet de rentrer à Enies Lobby, Impel Down ou Marineford. C'est les trucs les plus protégés par le gouvernement et la marine. Il est monstrueux le gars, mais alors où sont les chevaliers divins dans toute cette histoire? Où est le Colosseum? Et surtout, comment ça se fait qu'on n'ait pas entendu parler quand même plus tôt dans l'histoire de Harald, ce mec en fait au final si ouvert à la diplomatie, et aussi de Shebeck. Il était considéré comme un terroriste.